Bonjour à tous. Je voudrais d'abord vous présenter les intervenants. À ma droite, Eliane Le Carme. Eliane Le Carme, qui a été maître de conférence à l'Université de Lille, qui a travaillé sur les écrits de femmes. Elle a beaucoup travaillé sur Colette, sur Violette le Duc et bien sûr sur Simone de Beauvoir, ainsi que sur la représentation des femmes dans la littérature masculine, ce qui est particulièrement intéressant. Elle est co-auteure avec Jacques Le Carme de l'autobiographie en France, publiée chez Armand Collin en 1997. Elle a publié un essai sur la vie devant soi de Romain Gary ou Émile Ajar dans la collection Foliothèque, ainsi que de deux ouvrages de Simone de Beauvoir dans la même collection, Mémoire d'une jeune fille rangée en 2000 et Deuxième sexe en 2008. Et elle a coédité avec Jean-Louis Janel Le Cahier de Lerne, qui est ici consacré à Beauvoir, paru l'année dernière. Voilà. À ma gauche, Éric Level, qui est maître de conférence à l'université de Stellenbosch, ça se prononce bien, Stellenbosch, en Afrique du Sud, et qui a consacré divers travaux au voyage de Simone de Beauvoir. Il a fait de nombreuses conférences en Europe, en Afrique australe, et dans Tout connaître du monde, ici, publié par la Quinzaine littéraire. Il a puisé dans l'œuvre autobiographique de Simone de Beauvoir et dans des lettres inédites la matière de son ouvrage. Un peu plus à ma gauche, Tiffaine Martin. Tiffaine Martin a fait un mémoire de maîtrise intitulé Du deuxième sexe à la femme rompue, une double écriture féministe. Et elle a fait une thèse sur les récits de voyage dans l'œuvre autobiographique de Simone de Beauvoir. Elle a publié dans Le Monde, dans le numéro hors série Le Monde consacré à Simone de Beauvoir il y a 2 ans maintenant, je crois. Simone de Beauvoir, une femme libre, et a surtout édité un texte inédit de Simone de Beauvoir, La princesse de Clèves à Belleville, que vous trouverez dans ce numéro de Lerne. Elle est membre de la société Simone de Beauvoir. Voilà. Nous allons donc parler de Simone de Beauvoir, voyageuse. Si vous avez lu les mémoires de Simone de Beauvoir, vous savez bien sûr quelle voyageuse elle a été. D'ailleurs, nous avons intitulé cette table ronde Simone de Beauvoir ou Le désir du monde, ou, comme le disait Frédéric, ça aurait pu s'appeler La force du monde, pour paraphraser le titre de ses mémoires. Donc ça va introduire ma première question, enfin le premier thème de discussion plutôt, disons. Toute sa vie, Simone de Beauvoir a été passionnée par les voyages. Donc, peut-on considérer, je vous pose la question à 3, et répondra qui voudra, peut-on s'assurer que le voyage est pour Beauvoir une façon de s'assurer la possession du monde? Tiffaine? Oui, effectivement, Simone de Beauvoir se construit par le voyage et son appétit de vivre se traduit par une envie de voyager tout le temps et encore. Et sa force de voyager s'exprime par différents moyens. Par ses lectures, elle dévore tout ce qui lui tombe, et comme par hasard, ce sont des livres qui ont un rapport au voyage. Elle traite assez tôt aussi, dans les années 20, elle commence à aller dans les bars à Paris, et dans des bars, disons, exotiques, comme où par exemple, on boit des cocktails qui viennent de Cuba ou des États-Unis, où on entend du jazz américain. Ça se traduit aussi par une envie de voyager et de partir de chez elle, de son cercle familial, puis aussi vraiment de découvrir le monde et de ne pas rester dans son arrondissement de Paris, et d'aller vraiment partout et de partir encore et encore. Ce que disait Mme Pellegrin hier à propos d'Agatha Christie, on pourrait peut-être s'interroger là-dessus aussi, sur le voyage comme symptôme de l'envie, d'espèce d'envie de voyager, de fin de voyage. Le symptôme d'une pathologie. Voilà, exactement. Je ne sais pas si vous voulez... Je pense que dans la mesure justement elle veut connaître le monde pour le dévoiler par l'écriture au lecteur, c'est vraiment un projet positif, je pense, le voyage. Et elle a dit combien elle aimait le voyage. Elle a dit que pendant la guerre, par exemple, c'était la chose qui lui avait le plus manqué. Elle supporte la faim, elle supporte
voulez ajouter un mot? Oui, je vais ajouter un petit mot. Ça fait partie, à mon avis, les voyages, ça fait partie bien sûr d'un vaste projet personnel. Et le projet personnel, pour comprendre Simone de Beauvoir, que ce soit la philosophie, que ce soit les essais, que ce soit les voyages, il faut comprendre son désir de bonheur. Si on ne comprend pas l'idée de bonheur, le bonheur c'est quelque chose qu'elle veut obtenir, que toute sa vie elle va essayer de chercher. Et à mon avis, mon humble avis, c'est que les voyages, ça s'inscrit aussi dans ce projet, c'est que le bonheur, c'est pas quelque chose, il faut travailler au bonheur. Voilà, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus, tout cuit. Le bonheur, on y travaille, on l'a pas toujours, et les voyages font partie de cela. C'est un édifice, c'est une des pierres de l'édifice. Beauvoirien. Tout à fait. Alors, est-ce que ce goût du voyage, c'est une question que vous est venue à l'esprit, est-ce qu'on peut ranger ce goût du voyage beauvoirien dans cette fameuse avidité beauvoirienne, puisque Beauvoir, comme Colette, je le dis toujours, a une avidité envers le monde extraordinaire. Quand tout posséder, tout faire, ça fait partie aussi de son bonheur. Je suis bien d'accord avec vous là-dessus. Avidité pour les idées, pour les livres, pour le whisky, je sais que vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que tout ça ne fait pas partie de la même démarche? Et ce serait bien qu'on parle un peu de cette avidité, parce que, à mes yeux, ça en fait partie. Alors, je voudrais parler surtout d'avidité. Enfin, c'est vrai que dans mon esprit, c'est surtout pour tout connaître. Donc, elle a une ambition de totalité. Alors, il faut ne pas perdre un instant, ne pas gaspiller un instant. Il ne faut jamais remettre le lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Et il faut surtout tout voir. Alors, il faut ajouter, comme vous le faites, Eric, il faut ajouter au voyage à l'étranger ou en France, il faut ajouter les randonnées pédestres qu'elle fait en Vendée, elle les découvre à Marseille. Et c'est une passion, absolument une passion qui la saisit. Et elle va faire des randonnées pédestres toute seule. Il lui arrive d'abattre 40 km dans la même journée. Alors là, puisqu'on a parlé du vêtement, elle dit qu'elle prend une vieille robe, elle ne prend pas du tout l'équipement que les autres collègues prennent, et on se moque d'elle. Et elle met des espadrilles dans la neige, par exemple. Voilà. La seule prudence qu'on verra plus tard, ça c'est dans un voyage, c'est de mettre un casque colonial lorsqu'elle ira au Manichou. Sinon, oui, pardon, voilà. Et donc, il y a eu cette espèce d'ambition de totalité, et il me semble qu'elle est particulièrement sensible justement dans les voyages de jeunesse, c'est-à-dire entre 31 et 39, parce qu'ils sont jeunes, enfin, ils sont inconnus. Et ça, c'est très important parce qu'ils voyagent pour le voyage à ce moment-là. Et ce qui apparaît, c'est qu'ils voyagent dans des conditions souvent très, très frustres, c'est-à-dire qu'ils font par exemple, ils voyagent sur le pont pour faire des traversées, pour aller en Grèce, par exemple. Elle dort sur un toit, dans une couverture, sur un toit d'hôtel à Santorin. Ils dorment à la Belle Étoile. Ils sont vraiment... quand elle fait des randonnées pédestres toute seule, elle dort elle aussi sur un banc, sur une pierre, dans l'herbe, enfin voilà. Donc ils sont très 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 courageux. Et elle, ce qui me frappe, justement, parce qu'on en a parlé la dernière fois, c'est que lorsqu'elle fait des randonnées pédestres toute seule, elle est absolument inconsciente des dangers. C'est-à-dire qu'elle a des accidents, elle tombe une fois dans un ravin, elle s'en sort heureusement. Mais alors, puisqu'on a parlé du viol, justement, elle est, là aussi ses collègues lui disent, attention, vous allez vous faire violer. Elle dit, ça ne peut pas m'arriver à moi. Ni un accident, ni un viol ne peut m'arriver à moi. Et il lui arrive justement de faire l'autostop, les camionneurs sont entreprenants, mais elle arrive chaque fois à neutraliser les choses. Et d'ailleurs, un peu plus tard, elle a failli être vraiment violée en Tunisie sur une plage, elle dort sur une plage toute seule, et puis elle sent quelque chose sur son corps, et c'est un vieil homme qui essaie de la violer avec un couteau. Et alors elle dit plutôt être violée qu'égorgée, mais elle a quand même le réflexe de donner tout son argent qu'elle a dans son sac, et puis elle raconte son histoire à l'aubergiste qui lui dit son couteau ça lui sert à couper les asperges. Et donc dans ses premiers voyages, elle est intrépide.
plus jamais je ne retrouverai cette fraîcheur, plus jamais Venise ne sera aussi belle, même s'il y a des choses plus belles dans la suite. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, pas spécialement, à part dire qu'effectivement, elle le dit, j'avais tout de suite des fourmis dans les jambes, alors que Sainte-Louis serait bien restée sur une place romaine ou espagnole à boire un café et puis à regarder les gens passer, alors qu'elle, c'est tout de suite, il faut aller là, là, tel musée, tel monument, telle rue, tout voir, effectivement. L'avidité vient de la petite enfance aussi, hein. Il faut lire Mémoire d'une jeune fille rangée, et elle a une avidité à la fois négative et positive, c'est-à-dire que quand elle aime, quand elle n'aime pas, il y a une avidité dans la haine aussi, hein. Elle refuse, c'est une petite fille qui peut être assez capricieuse, et bizarrement dans sa famille on ne vit pas ses caprices, parce qu'on se dit, elle a une personnalité, Simone, c'est quelqu'un. Donc l'avidité, le fait de tout connaître, de vouloir avoir des choses, même devant des scènes, devant des confiseurs, où elle a envie d'avoir toutes les friandises, ça l'attire, donc ça vient vraiment de la jeunesse. Et ceci, c'est par rapport à la curiosité, c'est lié, hein, la curiosité pour elle, hein, curiosité, avidité. Il faudrait dire aussi qu'elle appelle ça manie dans son cas. Elle dit que c'est à la fois un mandat, et puis ce sont des qualités évidemment, elle a le goût de l'absolu. Et parfois elle est très indifférente aux autres. Hein. Par exemple, elle oblige Poupette, sa sœur, à monter très haut, elle a des ampoules, elle a de la fièvre, et elle laisse Poupette dans un endroit et elle finit sa course. Elle finit sa course, ou bien elle essaie, alors c'est avec Sartre, Sartre lui résiste. Sartre lui résiste, de temps en temps il dit non. Je ne veux pas avoir une montagne de sel à Lérida. Il dit non, je ne veux pas monter sur le TGV pendant 8 heures. Et elle aurait dit après, ben oui, c'est vrai, peut-être qu'il avait raison, on serait mort. On aurait eu une insolation. Voilà. Mais il lui a fait pleurer quand Sartre lui refuse quelque chose. Et Lanzmann, plus tard, dira à 45 ans, Simone de Beauvoir était très raisonnable, mais le castor était aussi folle que moi. Et c'est le castor qui l'emporta. Et il raconte lui aussi des randonnées où lui-même a des furons, de la fièvre, des insolations. Et elle mène le jeu. Elle mène le jeu. Oui, c'est une blotte, c'est ça. Oui, si on considère la fréquence des voyages, leur importance d'ailleurs qu'ils ont dans l'œuvre, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'ils structurent l'activité, la vie et l'œuvre de Simone de Beauvoir? Est-ce qu'on ne peut pas penser que le voyage, pour nos lecteurs, est une manière d'accéder à l'œuvre de Simone de Beauvoir et à la compréhension de la femme elle-même? Ça a été mon sujet de thèse. Effectivement, je me suis aperçue en travaillant sur l'autobiographie de Beauvoir que le voyage, c'est vraiment, oui, le moyen d'accéder à l'œuvre entière et à l'existence entière. Tout est, selon moi, conditionné par le voyage. Il n'y a pas une seule page dans les mémoires, et peut-être même dans l'œuvre entière finalement de Beauvoir, où il n'y a pas une référence implicite ou explicite au voyage. Qu'est-ce que c'est que le voyage? Comment dire? Oui, ça prend le vêtement, la nourriture, les livres, les films, la musique, la peinture, etc. Et c'est vraiment une manière pour elle d'être. Par exemple, si je me suis aperçue que finalement, sa manière de vivre à Paris, à l'hôtel, de manger au restaurant, de ne pas vivre avec Sartre dans un immeuble, dans un appartement à deux, etc., on peut leur attacher ça à une existence de voyage, parce que quand on voyage, on n'est pas chez soi, on va plutôt à l'hôtel, on mange au restaurant, etc. Et en plus, d'autant plus qu'elle rattache ça, cette manière de vivre à Paris, à une œuvre de Jules Verne qui s'appelle La maison à vapeur, et aussi, je pense, à la roulotte des parents terribles de Cocteau. C'est cette famille qui vit effectivement de manière un peu bohème à Paris, mais aussi le terme de roulotte, c'est quand même un moyen de transport. Et effectivement, le voyage est le fil directeur de l'autobiographie. C'est le voyage qui structure toute l'œuvre autobiographique, qui fait que, comment dire, toutes les parcelles de l'existence de Beauvoir, l'amitié, l'amour, l'écriture aussi, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de vie beauvoirienne sans écriture aussi. Et tout ça est imbriqué et mélangé au voyage. Et c'est le voyage qui
Beauvoir et le fil de la vie du texte de Beauvoir. Je vais ajouter là-dessus parce que Tiffany, vous avez travaillé sur l'autobiographie, mon sujet de thèse, si on parle de nos thèses respectives. Moi, j'avais fait les deux. Donc, je rebondis là-dessus parce que ce que vous dites est très juste, mais toute l'existence de Beauvoir se retranscrit dans la fiction. Voilà. Donc, ça commence très tôt. Son premier roman publié, donc c'est L'Invité, c'est 43. Et en 43, parce que Madame Le Carme en parlait, la Grèce, il y a une référence au voyage en Grèce, tout de suite, quelques années auparavant. Et puis, vous avez sûrement tous lu Les Mandarins, lu comme le prix Goncourt avec ça. Les Mandarins, il y a beaucoup de voyages. Il y a d'abord, elle fictionnalise son voyage en Espagne, au Portugal, jusqu'en 1945, n'est-ce pas, quand elle va voir sa sœur qui a été bloquée pendant la guerre à Lisbonne, hein, avec son mari qui est devenu ensuite attaché culturel à l'ambassade de Lisbonne française. Et bien sûr, bien entendu, il y a la fictionnalisation de sa grande histoire d'amour avec son amant américain, qui va, on en parlait juste avant nos interventions, ça va créer donc en gros la rupture, parce que quand Les Mandarins vont être traduits en anglais, Nelson Algren va découvrir, il n'a pas envie d'être un sujet de fiction, il n'a pas envie d'être jeté en pâture, on va dire, au lecteur. Et ça ne va pas du tout aider leur relation. Donc le voyage a des ramifications à la fois dans l'écriture, la fiction, et puis vous voyez, c'est un genre d'effet de boomerang, parce que ça revient vers la réalité. Hein, dans le cas de Nelson Algren, c'est tout à fait évident, puisque ça va être un peu le baiser de la mort, hein, cette traduction anglaise des Mandarins aux États-Unis. Je pense même que dans un roman comme Tous les hommes sont mortels, dont ce n'est pas le thème, le voyage, et bien le voyage est toujours présent. Oui, voilà, oui, c'est un roman d'aventure. Oui, c'est un roman d'aventure Quelque part, voilà. Un roman d'aventure philosophique, on peut dire. Voilà, exactement. Vous vouliez dire? Je voulais simplement dire que le voyage, finalement, enfin, ça peut, dans ce que vous, suscite différents types d'écriture. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, par exemple, le voyage aux États-Unis suscite des lettres, un récit autonome qu'elle appelle reportage et qui est présenté comme un journal reconstitué. Il intervient aussi dans la fiction. Et donc, et finalement, chaque mode d'écriture a des fonctions différentes. Et paradoxalement, c'est dans la fiction que l'intime s'exprime le plus. Par exemple, dans Les Mandarins, c'est dans Les Mandarins qu'elle parlera le plus de sa relation sexuelle et sentimentale avec Nelson Algren, de manière transposée, alors qu'elle est beaucoup plus sèche dans l'autobiographie. Voilà. Eh bien, ça tombe bien de parler de Nelson Algren, puisque c'est l'objet de la prochaine question. Moi, une chose qui m'a toujours beaucoup frappé, c'est qu'en 1948, quand Simone de Beauvoir, un an après avoir rencontré Nelson Algren, revient aux États-Unis, donc pour vivre cet amour qui s'est exprimé dans une correspondance passionnée pendant toute une année, mais la première chose que font ces deux amants, ce n'est pas de s'enfermer chez eux pour vivre complètement leur amour, c'est de partir en voyage, de descendre le Mississippi. Est-ce que le voyage est aussi une manière de façonner le couple? C'est la question que je me pose. Ou au contraire, de ne pas vivre la vie de couple. Écoutez, moi je pense que pour Simone de Beauvoir, l'amour ce n'est pas se regarder dans les yeux, c'est regarder ensemble dans la même direction, comme disait l'autre. Et non seulement regarder ensemble, mais agir ensemble, voilà. Et donc, il est certain que le voyage est une entreprise, surtout avec Nelson Algren, par exemple, avec lequel elle n'a pas d'autres activités communes. D'ailleurs, quand elle était jeune, elle disait « L'amour, pour moi, ça sera... Enfin, un homme que j'aimerais, ce sera celui qui m'aidera dans l'appropriation du monde. » Voilà, donc le voyage, évidemment, c'est une manière particulière de s'approprier le monde. Et Nelson Algren, et c'est vrai que le voyage est important, et avec Lanzmann aussi. Quand elle rencontrera Lanzmann en 1952, il est plus jeune qu'elle, il n'a pas encore beaucoup voyagé, et ça va devenir, elle va retrouver toutes ses émotions de jeunesse, justement, et dans le rôle pédagogique et initiatrice pour un homme qui lui en est très reconnaissant, et lui en même temps, il lui donne de la jeunesse.
échanges et c'est une richesse réciproque. Oui, effectivement, comme vous le dites, pour pouvoir, effectivement, l'amour, c'est pas une chaumière et deux cœurs, c'est vraiment ensemble, effectivement, le regard dans la même direction. Et je pense que justement, puisque sa vie est construite autour du voyage, le couple ne se pense pas sans le voyage, justement. Parce qu'elle a voyagé avec tous ses compagnons, effectivement, comme vous le rappelez, avec Sartre, avec Bost, qui était élève de Sartre, avec Lanzmann, avec aussi Michel Vitold, le metteur en scène avec lequel elle a eu une première aventure en 1945. Et effectivement, le fait de partir tout de suite en voyage, pour moi, au contraire, ça scelle le couple. C'est quelque chose parce qu'effectivement, et puis il y a toujours cette avidité, et c'est aussi une manière de faire partager l'avidité à l'autre, et voilà, effectivement, de sceller le couple par le voyage, justement. Pas juste en allant encore à Chicago, en restant encore une fois avec M. Lagrève, peut-être aussi ne pas répéter la même expérience, toujours aller de l'avant. Voilà. Oui, non, mais c'est tout à fait ça. Et c'est l'idée où elle avait déjà en 1947, quand elle va aux États-Unis pour la première fois, elle a déjà bien fait le tour du pays. Hein. Il faut comprendre qu'elle a déjà bien, entre guillemets, compris le pays. Elle a fait la côte Est, la côte Ouest, elle fait tout. Elle est invitée dans des universités. Hein. C'est une tournée de conférences. Donc, il y a des parties qu'elle ne connaît pas. Donc, il y a le Mississippi, et puis ensuite, ça se termine ensuite. Le Mexique, voilà, c'est ça, ils vont jusqu'au Yucatan, donc elle veut découvrir certaines choses aussi, et je pense que Tiphaine a tout à fait raison, le couple, c'est pas se regarder dans le blanc des yeux, c'est avoir des projets communs, et c'est faire des choses ensemble, voilà, et des choses, et Argulen a été baroudeur dans une autre vie aussi, il a presque une expérience à la Jacques Kerouac, un petit peu comme ça, une vie pas très facile, donc lui il est aussi partant, il n'a pas vraiment de problème particulier, c'est pas quelqu'un de très casanier, c'est quelqu'un qui est très anticonformiste, on lui dit bon on part avec un sac, il part, simplement. Pardon ? Je me permets juste de signaler que l'autre intervenant va commencer sur ces juste ça. Nous aurons bientôt fini, mais j'espère qu'il y aura des questions. Restez avec nous. On a encore des choses passionnantes à dire. Oui, certains beauvoiriens considèrent que les déplacements de l'enfance de Simone de Beauvoir, c'est-à-dire les voyages à Mérignac, à la maison de famille, à la Gruyère, autre maison de la famille, chez Zaza, dans le sud-ouest, c'est bien oui, c'est le sud-ouest, considèrent que ce sont de véritables voyages, en tout cas des voyages initiatiques, ce qui est certain. Voilà. On peut parler un petit peu de ça. En fait, la Gruyère et Mérignac sont deux lieux paternels de propriété. Il y a un château d'à côté, puis une grande maison avec un très grand parc. Alors, ils n'appartiennent pas à la famille directe de Simone de Beauvoir. Ça appartient au grand-père, et Mérignac, par exemple, appartient au grand-père. Et elle sait que, selon le droit d'aînesse, en fait, elle le perdra quand le grand-père mourra. Mais c'est vrai que la famille passe tous les étés dans l'un et dans l'autre lieu. Alors, ça présente des modèles négatifs, je dirais, dans la mesure où, justement, ils ne sortent jamais des frontières françaises. Et le modèle négatif aussi, dans la mesure où chaque déplacement est très lourd. Et Simone de Beauvoir dira je vais partir avec une valise sans histoire. Mais c'est à Mérignac qu'elle apprend tout. Elle apprend la nature, elle apprend sa mission de connaître le monde et de le révéler. Elle se projette d'explorer le monde dans tous les détails comme elle explore le parc. Et c'est là qu'elle a aussi des extases, parce que ça fait partie des grands bonheurs du voyage, ces espèces d'abolition d'elle-même. Voilà. Des extases, et c'est ce qu'elle retrouvera aux États-Unis. Elle n'est pas du tout, donc, comme Sénèque qui dit tu pars avec toi-même, mais tu ne te quittes jamais. Elle, au contraire, elle sort d'elle-même. Et c'est son bonheur et c'est sa plénitude. C'est un peu mon dada, c'est peut-être pour ça. Mais on parle toujours, oui, bien sûr, de Mérignac, de la Gruyère, des voyages d'enfants, c'est aussi les voyages de jeunes adultes. Et un voyage qui n'est pas un voyage, en fait, si on lit les pages, c'est les voyages dans sa ville.
Et ça, c'est extrêmement important pour moi, parce que Simone de Beauvoir, elle vient bien sûr d'un milieu très bourgeois, même si elle est plus ou moins déclassée après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont beaucoup moins d'argent, sa famille, mais elle ne connaît pas sa ville. Elle ne connaît pas Paris. Elle connaît Montparnasse, et encore, il ne faut pas trop traverser le boulevard, 6e, 7e, hein, voilà, à peu près c'est correct. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Et Tiphaine aussi très spécialiste de ça, elle s'engage dans un mouvement chrétien, catholique, qui s'appelle les équipes sociales. Elle va travailler à Belleville. Belleville, c'est un autre monde, c'est notre planète. Quand on vient, même de la rue de Rennes, pourtant elle n'aime pas la rue de Rennes, elle préférait encore le voir à Raspail, au mieux, c'est vrai. Mais c'est un autre monde, et ça c'est extrêmement important. Et quand elle commence aussi entre guillemets, à s'échapper de l'Institut catholique, et qu'elle commence à la Sorbonne, il y a des très très belles lignes sur presque l'escalade de la montagne Sainte-Geneviève. Elle va à la bibliothèque Sainte-Geneviève, et elle arrive dans cette bibliothèque que tout le monde connaît, hein, si vous êtes parisien, vous avez vos études à Paris, interuniversitaire, mais à l'époque, c'est pas comme maintenant, les appariteurs qui vérifient presque votre passeport pour rentrer. Tout le monde peut rentrer, c'est une bibliothèque publique. Elle explique qu'il y a des clochards, il y a des fous, il y a des semi-fous, et elle le dit, je vais paraphraser, elle le dit, là je me sentais vraiment au milieu du monde. Elle n'est plus dans ce cercle bourgeois, et ça ce sont de véritables voyages. Il y a de très belles pages sur quand elle sort du métro à Belleville, quand elle se balade sur le métro aérien vers la porte de la Chapelle, ça rappelle même la chanson à la Belle Étoile, il y a presque quelque chose d'assez intéressant, parce qu'elle écrit exactement la même chose, et ça c'est primordial. Donc il y a la jeunesse, et il y a l'âge adulte, le jeune adulte, qui essaie désespérément de se sortir de son milieu et qui découvre une ville qu'elle ne connaît pas, parce que c'est une ville qui a été socialement délimitée pour elle. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Je voulais juste préciser qu'elle découvre Paris de cette façon en marchant partout. Quand elle perd Mérignac, ça remplace Mérignac. Voilà. Et elle en fait le même usage. Une autre chose? Non. Oui, dans Tout compte fait, ça on a parlé ensemble avant, dans Tout compte fait, dernier chapitre des mémoires, Beauvoir revient fréquemment sur ses rêves. Et dans ses rêves, les voyages occupent une place capitale. Alors, comment interpréter leur récurrence? C'est une question pour Tiphaine qui a beaucoup travaillé là-dessus, je crois. Hein? Oui, tout à fait. Les autres pourront aussi intervenir, bien sûr. Je crois qu'il y a que Tiphaine qui va en parler. Effectivement, tout simplement en 2 mots, quand j'ai commencé à prendre des notes pour ma thèse et même pour mon mémoire de Master 2, j'ai noté tout ce qui est référé au rêve, au voyage, ce qui est référé au voyage. Donc j'avais déjà beaucoup de choses, comme je vous l'ai dit. C'est là que je me suis aperçue que le voyage était fondateur de l'autobiographie et de l'existence de Beauvoir. Mais je me suis aperçue aussi que dans le chapitre donc, de Tout compte fait, qui est un chapitre consacré uniquement au récit de rêve de Beauvoir, ce ne sont que des rêves de voyage. Elle est en rêve, parce qu'elle rêve, elle est toujours ailleurs. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est hors de Paris. Alors elle fuit Paris, elle fuit aussi sa mère beaucoup, elle fait qu'elle est dans une situation très conflictuelle, etc. Mais elle est toujours ailleurs. Elle est en Espagne, elle est en Italie, elle est en Russie. Elle est en Russie, puis. C'est la Russie, mais c'est un paysage espagnol. Donc il y a les 2 paysages qui se mêlent. Merci. Et ça, c'est très intéressant parce que le rapport de Simone de Beauvoir à la psychanalyse est assez compliqué. Bon, elle utilise beaucoup la psychanalyse dans le 2e sexe, mais elle n'était pas non plus une freudienne vraiment très orthodoxe. Voilà, pure et dure. Voilà. Et du coup, en plus, c'est intéressant parce qu'elle introduit ce chapitre sur les rêves en disant « Bon, maintenant, je vais parler de quelque chose qui m'intéresse, les rêves, mais bon, voilà, faut pas non plus interpréter trop, voilà, on peut passer, quoi. » Mais en même temps, sauf que quand on se penche dessus, on s'aperçoit que, voilà, ce sont que des rêves de voyage, elle est toujours ailleurs, même en rêve, donc elle est à Paris, mais elle est ailleurs. Et en plus, ce sont que des voyages qu'elle a fait, ce sont des voyages dont elle a parlé dans les autres volumes, et ce chapitre est en fait construit aussi, donc en référence aux autres volumes,
mais aussi c'est une espèce de petit monde en lui-même, puisque ces récits de rêve forment comment dire, un résumé de tous ces voyages. Et un résumé de tous ces voyages, et ce sont des rêves qui se répondent, parce qu'au début, quand on lit, effectivement, on a l'impression que elle dit elle-même, le 9 juin, j'ai rêvé d'Espagne, le 10 juin, j'ai rêvé de la Russie, le 13 juin, j'ai rêvé de l'Italie, etc. Sauf qu'il y a des éléments qui reviennent quand même, donc au bout d'un moment, je me suis dit, bon, comment est-ce que j'allais interpréter chaque rêve? Et puis quand j'ai vu que les éléments revenaient, je me suis aperçue qu'on pouvait faire le lien entre tous les rêves. Ça formait une espèce d'énorme rêve, une sorte de rêve comme si elle proposait à son lecteur le récit de son existence sous la forme d'un récit de rêve. Ce qui est vraiment très particulier. J'ai pas encore, je suis pas spécialiste non plus des récits de rêve, mais j'ai pas encore vu ça autre part. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça forme juste un seul long rêve. Et il faut qu'on utilise, pour comprendre le sens de chaque rêve, il faut qu'on utilise tous les rêves. Et du coup, chaque rêve se comprend par rapport à l'un par rapport à l'autre. Bon, j'ai pas pu aller consulter le manuscrit de Tout compte fait, mais j'aimerais bien le faire sous peu pour comprendre comment est-ce qu'elle a construit. Parce que normalement, les récits de rêve, ce sont des récits bruts. On écrit ce qu'on a rêvé, et effectivement, on le présente au lecteur avec un pacte de sincérité. On dit j'ai rêvé ça, et voilà, et je vous laisse à votre interprétation. Sauf que c'est pas du tout ça. Et donc pourquoi elle, qui a toujours dit je suis très méfiante par rapport à la psychanalyse, au récit de rêve, etc., même si elle a été très influencée par le surréaliste dans sa jeunesse, qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi? Et aussi, c'est très amusant parce que c'est toujours le cas chez Beauvoir, elle laisse aussi, elle fait appel à l'intelligence de son lecteur, et effectivement, quand on s'aperçoit de cette construction, ça renforce le sens et la profondeur aussi de l'œuvre autobiographique. Vous ne souhaitez pas intervenir, non? Très bien, la clé des sons non plus. Vous avez son nom? Pardon? Pourquoi l'intelligence? J'avais compris l'intelligence. L'intelligence. Oui, vous avez sans doute remarqué que dans les récits de voyage vous avez sans doute remarqué que dans les récits de voyage de Simone de Beauvoir, l'aspect social des pays qu'elle visite, l'aspect politique des pays qu'elle visite est très important. Donc je me pose une question, est-ce qu'on peut considérer que le voyage est chez Beauvoir l'occasion d'une prise de conscience politique sur le pays qu'elle traverse? Et deuxième volet de cette même question, je vais plus vite parce que le temps passe, est-ce qu'on ne peut pas considérer que parfois elle est aveuglée par sa conscience politique quand elle est dans un pays, par exemple, moi personnellement, je trouve qu'elle est très injuste vis-à-vis des États-Unis dans la fin des années 40, quand même, exagéré, ce n'est pas le bagne, les États-Unis. Voilà, c'est ma question. Est-ce que d'un côté, considérer qu'il y a une prise de conscience politique et qu'en même temps, cette prise de conscience l'aveugle quelque peu? Alors moi je pense dans les voyages de jeunesse, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'elle est très inconsciente politiquement et socialement. Et par exemple, ils peuvent voyager dans des pays, par exemple, ils voyagent en Grèce pendant la dictature de Métaxas. Sans mot. Elle dit, évidemment, tous les Athéniens ont l'air tristes, mais elle ne se pose pas la question de la raison de cette tristesse. Ils peuvent profiter d'une réduction de 70% sur les chemins de fer italiens, qui était une opération de propagande mussolinienne, pour aller à Rome. Et elle en profite aussi. Alors Sartre est un petit peu plus conscient, il est renfrogné parfois, mais il va avec Simone de Beauvoir. Et elle dit aussi qu'il remarque la misère à Palerme, à Naples. Il y a une misère grouillante, mais ils y voient du pittoresque. Et même si parfois ils sont pleins de compassion, ils ne vont pas jusqu'à la prise de conscience sociale. Et Simone de Beauvoir, sauf peut-être un petit peu au Maroc, mais au Maroc, ils voient, là, la misère est tellement forte qu'ils en ont le cœur serré quand même. Mais ça ne va pas jusqu'à la conscience politique et sociale.
Et Simone de Beauvoir, d'ailleurs, fait le bilan très net là-dessus, à la fin de La Force de l'âge. Elle dit ma schizophrénie, puisque c'est le terme qu'elle emploie en général, mon goût du bonheur ont fait que je suis restée indifférente. Et puis aussi, il faut dire qu'il voyageait selon un mode de tourisme que Barès et Gide leur avaient enseigné, c'est-à-dire qu'il fallait voir, se promener dans les mauvais lieux, se promener dans les rues, goûter toutes les nourritures, pour connaître le secret d'un pays, et les musées, bien sûr aussi, les monuments. Mais il n'était pas ouvert à la structure sociale et il se laissait prendre au chatoiement des apparences. Alors après, bien sûr, à partir de 1945, ça sera très différent. Au Portugal... Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand on parle des voyages de Beauvoir, il n'y a pas un type de voyage déjà. Il y a déjà deux énormes périodes historiques. Il y a ce qu'elle appelle la schizophrénie. Les voyages sont, comme vous disiez auparavant, ce sont de jeunes professeurs, hein, ils ne roulent pas sur l'or. Donc on voyage un peu à la dure. Et puis, mais on est là pour découvrir le monde, faire un peu pittoresque, s'encanailler. L'encanaillement, c'est aussi un concept très important chez Beauvoir et chez Sartre. Hein, c'est presque un concept presque philosophique. On s'appelle la bonne philosophie, mais enfin à l'époque, ils y croient. Et puis, bien sûr, il y a la guerre, et c'est le tournant. Et pour Simone de Beauvoir, elle dit c'est là où l'histoire, avec un grand H, je paraphrase, en a rattrapé, comme pour beaucoup d'intellectuels et d'écrivains. Et puis, à partir oui, de la libération, c'est un autre type de voyage. Encore des voyages d'agrément, bien entendu, d'amour, mais de plus en plus, les voyages vont être dictés par des considérations professionnelles, politiques, des invitations principalement, et puis de plus en plus de soutien aux pays dits socialistes par rapport à l'ignoble impérialisme américain. Hein, elle dit des choses quand même... la première fois, elle est impressionnée par l'Empire State Building. Et puis après, quand elle va la première fois à Moscou, il y a même des lignes merveilleuses en disant quand même l'étoile rouge brille de mille feux, c'est encore bien plus beau que le... Etc. Bon, c'est vrai, le Kremlin c'est magnifique, mais bon, il y a vraiment il y a autre chose autour du Kremlin. Oui, voilà, et il se passe des choses dans le Kremlin. Donc oui, non, il y a vraiment différents types de voyages, hein, ça il faut bien comprendre. Et puis une vie c'est une vie, il y a des évolutions bien entendu. Oui, juste un petit mot. Moi je suis pas aussi catégorique dans la chronologie, vous savez. Je pense qu'il y a quand même une prise de conscience politique. Alors déjà au Maroc français, et elle le dit bien, parce qu'au Maroc français, pourquoi ? Parce que c'est une colonie française, et que là effectivement on peut plus dire c'est de l'exotisme, c'est un pays étranger, donc c'est une manière de vivre différente de la nôtre, et donc le pittoresque ça marche. Alors qu'au Maroc français, elle le dit, c'est nous vîmes les bidonvilles de Casablanca, et c'était une œuvre française. Et donc là, elle est touchée. Après, effectivement, ça ne va pas jusqu'au militantisme, pas du tout. Et effectivement, c'est la Seconde Guerre mondiale qui fera la coupure. Sinon, il y a aussi la guerre d'Espagne, qui sera quelque chose qui la frappera beaucoup, parce qu'elle avait des amis espagnols qui se sont engagés dans les brigades internationales, qui ont lutté, qui sont venus en permission à Paris, qui ont raconté les combats dans Madrid, dans Barcelone. Et là, elle a été frappée. Mais là, effectivement, non plus, elle n'a pas été jusqu'à l'engagement politique. Une question qui sera sans doute la dernière, avant que vous puissiez tous en poser, c'est une question, je ne sais pas si on peut y répondre, est-ce qu'il y a, parmi les centaines de voyages de Beauvoir, est-ce qu'il y a le voyage essentiel ? Je ne parle pas de Rome où ils vont tous les ans, c'est autre chose, ça c'est plaisir. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un voyage essentiel ? L'Amérique peut-être. L'Amérique, oui, parce que c'est une expérience de passion, mais je ne sais pas. Je pense que nous, en tant que lecteurs, et vous aussi, j'imagine, il y a une certaine subjectivité. Il y a des pays qui attirent plus que d'autres. Il y a des plus belles pages que d'autres. Il y a de très belles pages sur l'Espagne. C'est vrai que le voyage en Amérique, c'est très beau. Il y a des lignes, enfin des phrases que j'aime le plus, peut-être dans la beauvoirienne, parce que je prends pas mal l'avion, donc j'habite loin. Et c'est vrai qu'elle décrit très bien la fatigue de l'avion. C'est pas les mêmes avions de nos jours. Hein. On n'a pas les oreilles embouillies, il n'y a pas 24 heures pour traverser l'Atlantique. Mais c'est la fête, un voyage. Oui, la fête, mais elle parle aussi. Il y a ça, mais bien avant, elle est amoureuse, et quand elle repart à Paris, elle a le cœur brisé, parce qu'elle ne sait pas si elle va revoir Algren, et elle dit les mouvements, je paraphrase.
hein. Les mouvements de l'avion sont les plus beaux mouvements, ceux qui s'accordent le mieux au cœur. Je ne vais pas vous raconter ma vie personnelle, c'est tout à fait vrai. Très bien. Écoutez,